la visite de 5 jours du président de la transition en Fédération de Russie à Moscou, tout comme à Kazan, le général d'armée Assimil Goïta a eu des échanges directs avec ses homologues Vladimir Poutine et Rustam Minikhanov. Les échanges conclus par la signature des accords dans divers domaines et des visites des usines de fabrication d'armement russes. Plus besoin d'aller étudier à l'extérieur dans le domaine du secteur privé. Le Mali dispose depuis hier d'un institut consulaire d'études et de formation, une réalisation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, un investissement de 1,5 milliard de francs CFA. L'infrastructure a été inaugurée hier par le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. La haute autorité de la communication et ses partenaires s'engagent à assainir le paysage médiatique afin de mettre fin aux dérives. Un organe d'autorégulation des médias verra le jour très bientôt. Un conseil des pairs pour l'éthique et la déontologie sera mis en place à cet effet. Des journées de réflexion ont été organisées sur la question. Le centre d'accueil, d'assistance et d'orientation des migrants à Gao est désormais opérationnel. Le nouveau centre est doté de toutes les commodités. Il est le fruit du partenariat entre le Mali et le gouvernement italien. Et c'est le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine qui a procédé au lancement des activités du dit centre avec remise de kits de réinsertion économique et de motos. Vendredi 27 juin, fidèles téléspectateurs de ORTM1, bonsoir et très heureuse de vous retrouver dans la grande édition de ORTM1. Renforcement de la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. Le président de la transition, le général d'armée Assimil Goïta, a regagné Bamako ce vendredi matin après une visite officielle de quelques jours dans la Fédération de Russie. Cette visite a conduit le chef de l'État à Moscou et au Tatarstan, une visite qui aura permis de faire une revue des différents accords signés et d'envisager l'avenir avec sérénité. Le président de la transition est accueilli par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, comme vous le constatez sur ces images. Les présidents d'institutions, des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Le chef de l'État qui a reçu les honneurs. Et au cours de son séjour, le chef de l'État a eu des échanges de haut niveau avec ses homologues de la Russie et du Tatarstan. Des échanges suivis de la signature de plusieurs accords dans divers domaines et la visite des usines de fabrication d'équipements militaires à Kazan. Le président de la transition de retour à Bamako après une visite de 5 jours en Russie. Il a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement et ses collègues, en plus de plusieurs présidents d'institutions. Voilà, le président de la transition, le général d'armée Assimil Goïta, a achevé sa visite par le Tatarstan en Fédération de Russie. Le chef de l'État a visité hier l'usine de fabrication d'hélicoptères de Kazan avant d'apprécier les productions de la société de la marque Kamaz, des camions de combat de transport de bus et autres armements sur place. Une visite guidée qui a permis de constater la performance des équipements russes, une inspiration pour le Mali pour de projets futurs. Nos envoyés spéciaux sont Sira Bachili et Adaman Kamara. Le géant industriel russe ouvre ses portes au président de la transition pour une visite guidée. Nous sommes sur la planète des hélicoptères russes. Rostec, une société spécialisée dans la fabrique d'hélicoptères. Ici sont réalisés plusieurs types, ceux de combat, lourds et légers, de police, de secours et de transport. Le chef de l'État général d'armée Assimil Goïta monte à bord de ce Mi-38 de couleur noire finalisé. Il est celui de transport VIP avec toutes les commodités.
Cet autre Mi-8 est utilisé comme poste de commandement aéroporté, hélicoptère de combat armé et plateforme de reconnaissance. Le Mi-8 est le plus produit au monde avec plus de 17 000 exemplaires utilisés par plus de 50 pays. Il peut transporter jusqu'à 26 personnes. De quoi inspirer les visiteurs du jour pour de futurs projets. Pour donner corps aux protocoles qui ont été signés dans différents domaines, il était important de toucher concrètement certains aspects prometteurs en termes de transfert de compétences, ce qui explique le choix de l'industrie, en particulier l'industrie militaire, secteur dans lequel le Mali a de grandes ambitions. Dans un esprit de confiance, le partenaire russe a ouvert toutes les portes à la délégation malienne pour nous faire profiter de son expérience de développement et la mise en œuvre d'une stratégie d'équipement et d'industrialisation efficace. Des simulateurs médicaux, la Fédération de Russie en produit également avec ses robots patients, une technique qui permet de faciliter la compréhension en médecine avec la pratique sur ces patients robots. À ce lot s'ajoutent les productions de la marque Kamaz, des camions de combat, ceux de transport en commun et des véhicules personnels de plusieurs types. Des innovations de haute technologie exposées exceptionnellement pour cette visite officielle du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Parmi ces créations russes, ce véhicule spécial d'escorte et de contrôle, il assure l'accompagnement de convois automobiles transportant des objets spéciaux comme les armes. Sa capacité de charge, 1590 kg. Ici, vous pouvez voir un véhicule 4x4 avec typhon. Voilà. Et le moteur 350 chevaux et la boîte à vitesse mécanique. Ce sont des véhicules de combat avec un blindage anti-mine, voilà, très perfectionné. Donc Monsieur le Président, il a apprécié beaucoup les véhicules et donc on espère qu'on peut coopérer. Nous sommes très impressionnés par l'organisation et la qualité de ces usines. Nous comprenons mieux ce qui fait la qualité, la robustesse des appareils russes que nous utilisons au combat. Donc l'efficacité de ces appareils, nous avons pu vraiment comprendre pourquoi ces appareils-là sont efficaces sur le théâtre des opérations. Une fructueuse moisson pour de nouvelles pistes de coopération Mali-Russie, ainsi que de programmes spécifiques pour les domaines de la santé, de la défense et des transports. Et à la fin de la visite, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est exprimé en ces termes. Je retourne très satisfait de la Russie. Quand un problème arrive au sommet de l'État, il est résolu à 90%. Cette visite a permis au Mali et à la Russie de dynamiser leur coopération avec 3 accords dans différents secteurs. Le président Goïta, dans une interview exclusive accordée à nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Adaman Kamara, tire le bilan de son séjour au Kremlin. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Le Mali et la Russie ont décidé de donner un nouveau souffle à leur coopération. 3 accords ont été signés sur place ici en Russie. Pour parler-nous de ces accords, il s'agit de quels accords concrètement et comment ces accords vont être concrétisés, Monsieur le Président? Le premier accord, c'était l'accord sur le fondement de la relation russo-malienne, qui est la base juridique de toute notre coopération bilatérale et stratégique. Ensuite, le deuxième accord qui a été signé par le ministre de l'économie et des finances, ça c'est l'accord sur l'économie et la recherche scientifique technique. Donc tout ce qui va concerner le développement économique. Ensuite, le troisième accord concernait le nucléaire à but civil. Comme vous le savez, cela va nous permettre de développer, de résoudre tous les problèmes qui concernent les difficultés en matière de
d'électricité. On a eu à mettre en place une commission intergouvernementale. C'est cette commission qui va se réunir pour une période de 6 mois et peut-être aussi convoquer à l'urgence quand cela sera nécessaire. Donc c'est cette commission qui va suivre l'exécution de ces différents projets. Vous présidez la Confédération des États du Sahel. Est-ce qu'il a été question de l'AES ici en Russie et quel cadre de coopération sera établi entre la Russie et l'AES? Le président Vladimir Poutine, il a montré sa disponibilité vraiment à accompagner l'AES. Et nous avons surtout parlé de la création de la force unifiée de 5000 hommes. 5000 hommes, ce n'est pas 500 éléments. Ça demande de la préparation, ça va prendre un peu de temps. Donc vraiment, nous avons demandé son accompagnement. Mais à vrai dire, aujourd'hui, la coopération de l'AES avec la Fédération de Russie, c'est une vérité absolue aujourd'hui, que ce soit le Burkina et le Niger, non seulement de façon individuelle, dans le cadre bilatéral, chacun de ces pays travaille avec la Fédération de Russie. Mais dans le cadre de l'AES, ça a été encore plutôt renforcé parce qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes ambitions, que ce soit en termes de défense et de sécurité, en termes de développement économique. Donc aujourd'hui, la Fédération de Russie est disposée vraiment à nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs. Monsieur le Président, la Russie est un partenaire de premier plan aujourd'hui du Mali en matière de sécurité. Quelle coopération sécuritaire existe aujourd'hui entre le Mali et la Russie? Avec la Russie aujourd'hui, nous avons pu nous équiper. Et dans le cadre de la collaboration bilatérale, nous mutualisons nos efforts. La Russie a amené ses moyens militaires. Et le Mali aussi s'est équipé. On est en train de nous équiper tous les jours, tous les mois. Donc aujourd'hui, avec nos partenaires russes, nous parvenons à mutualiser nos moyens et à faire face à cette menace terroriste. Mais la force est de reconnaître pour nous Maliens, la première menace d'abord, c'était la menace de division de notre pays. Il fallait coûte que coûte éviter que cela arrive. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un constat visible sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons pu regagner toutes les grandes villes, toutes les grandes régions. Nous avons pu redéployer les FAMA. Et nous menons les opérations. Mais la lutte contre le terrorisme est un défi. C'est une menace qui sera neutralisée dans le temps et dans la durée. C'est vrai qu'il y a quelques points de résistance, mais ce n'était pas comme dans les années 92, 94, jusqu'à 2015, 2017, 2020. Effectivement, la tendance a beaucoup changé et c'est à notre faveur. Monsieur le Président, on vous a vu très amical avec le président Vladimir Poutine. Il vous a offert des cadeaux précieux. Quel est le sens que vous donnez à ces cadeaux? Est-ce qu'il y a des messages derrière ces cadeaux? C'est un message de fraternité. Les cadeaux parlent. Ça va au-delà des mots, ça va au-delà des regards. Et donc, je pense que nous venons encore de sceller, de verrouiller encore une fois de plus nos relations, non seulement nos relations bilatérales et stratégiques, mais aussi nos relations personnelles. Comme vous le savez, le président Vladimir Poutine, c'est un président qui est pragmatique, qui est engagé et surtout déterminé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le président avec qui nous pouvons vraiment travailler dans la sincérité et dans l'honnêteté et surtout travailler ensemble pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans un partenariat gagnant-gagnant. Je retourne très satisfait. D'abord, je salue la disponibilité du président, compte tenu des tensions géopolitiques mondiales. Et il était vraiment disponible avec nous. On a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé. Donc, comme on le dit, quand un problème arrive au sommet de l'État, c'est que sur le certain, vous avez 90% de chances que cela soit résolu. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien juste après ce journal. Le voyage à peine terminé, déjà dans les dossiers, aussitôt revenu à la tâche. Le général d'armée Assimi Goïta, président-chef de l'État, a présidé le Conseil des ministres dans la salle des banquets à Koulouba. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. La lecture du communiqué du Conseil des ministres serait avec Mamadou Koné au cours de ce journal. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût de la construction et de l'équipement de l'Institut consulaire d'études et de formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'infrastructure offre des filières de formation aux acteurs du secteur privé. Elle a été inaugurée hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga.
Elle est bâtie sur une superficie de 2680 mètres carrés. Les locaux comprennent entre autres 17 salles de classe, un amphithéâtre de 200 places et d'autres commodités. Mamari Koné et Aliou Touré, reportage. Des coups de ciseaux et les nouveaux locaux de l'Institut consulaire d'études et de formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali sont désormais opérationnels. C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans la formation et le renforcement des capacités des acteurs du secteur privé. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Mandiou Sempara, cette infrastructure initiée depuis 2014 est la concrétisation de la vision de plusieurs présidents de la CECIM et un engagement du secteur privé afin de combler les manques de formation dans des domaines moins vulgarisés. La construction de l'Institut, qui s'est effectuée sur plusieurs exercices budgétaires, s'inscrit dans le cadre d'une réforme. Plusieurs filières sont ouvertes au sein de l'Institut. Il s'agit entre autres des filières techniques et tertiaires. Des programmes de formation qualifiante et de formation au métier existent aussi. Nous avons donc conçu cette école pour en faire une formation initiale et continue, en même temps qu'elle est adossée à un centre de maintenance industrielle qui prendra en charge le dépannage de toutes les industries locales dans tous les domaines, car les machines-outils, les machines de production, même l'automobile courante que nous utilisons ont aujourd'hui besoin de technologies avancées. Ce qui fait de l'école une véritable école pratique au service de la demande de l'industrie. L'école que nous allons visiter aujourd'hui est composée de 4 départements. Un département de l'administration, évidemment, un département d'accueil des apprenants, une salle amphithéâtre qui va servir de cours en même temps que d'événements culturels et un large plateau multifonctionnel pour les travaux pratiques. L'Institut consulaire d'études et de formation de la CECIM, qui assure la formation initiale et continue dans le domaine des métiers, occupera désormais une place de choix dans les dispositifs de formation et de fourniture de compétences pour le développement de notre pays. Au nom du parrain de cette cérémonie d'inauguration, savoir son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, transmettre ses chaleureuses félicitations au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, bien entendu, et à tous ses collaborateurs. C'est un motif de fierté et de satisfaction. Nous connaissons tous le rôle et l'importance de la Chambre de commerce et de l'industrie, le secteur privé de manière générale, dans notre économie nationale. En particulier durant des périodes sombres de sanctions illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA. Nous savons que par patriotisme, nos opérateurs économiques, le secteur privé, a joué un rôle prépondérant en vue de faire face à ces sanctions, bien entendu, et de rendre notre économie nationale beaucoup plus résiliente. À travers l'inauguration de ce joyau architectural, la Chambre de commerce et de l'industrie, nous savons, sa mission initiale est de préserver les intérêts des membres, des opérateurs économiques de manière générale. On sait également que historiquement, c'est la CECIM contribuer au renforcement de capacités de ses membres. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle orientation, elle va bien au-delà de sa vocation initiale de renforcement de capacités de ses membres. Grâce aux formations diplômantes et aux formations qualifiantes, elle arrive à la fois à trouver la parfaite adéquation entre la formation et l'emploi. Bâti sur une superficie totale de 2860 m², le bâtiment et les équipements ont coûté 1,5 milliard de francs CFA. Les locaux réalisés à 2 niveaux comprennent 17 salles de classe, une salle polyvalente, un amphithéâtre de 200 places équipé, une cantine, une salle de gym et plusieurs autres commodités. Et direction la cité des Askia qui a abrité depuis hier le centre d'accueil, d'assistance et d'orientation des migrants. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a lancé hier les activités du dit centre. Il est doté de toutes les commodités requises. La réalisation du centre est le fruit du partenariat entre le Mali et le gouvernement italien. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. Le centre d'accueil, d'assistance et d'orientation des migrants à Gao est désormais opérationnel. Pour le lancement de ces activités, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine est venu dans la cité des Askia avec des kits de réinsertion économique en main
au bénéfice des migrants maliens de retour volontaire. Nous sommes venus et surtout transmettre le message aux populations, à la jeunesse, mais surtout aux autorités régionales pour leur dire que ce centre est le leur. Ce centre est fait, initié, mis à disposition pour contribuer au bien-être de la jeunesse migrante malienne, mais aussi africaine qui passe par Gao. Avec le soutien financier du gouvernement d'Italie, ce centre vise entre autres à améliorer l'accueil des migrants dans la région, garantir un hébergement sûr et digne, assurer la continuité des services d'assistance et d'information grâce à un profilage adapté et des conseils personnalisés. Pour le gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Mouriba Traoré, la création de ce centre à Gao au nom des migrants est une bonne initiative. Dans le parcours migratoire, la région de Gao constitue une étape pour certains et un point de chute pour d'autres. Au regard de ce qui précède, le lancement des activités d'opéralisation du centre d'accueil, d'assistance et d'orientation des migrants dans la région de Gao soulagera beaucoup les migrants dans la région et par ricochet l'ensemble de la population de Gao. Ce centre est sous votre responsabilité en tant que chef de l'exécutif régional. Nous souhaitons que toute activité qui puisse contribuer au développement, qui puisse aider, qui puisse assister, que toute activité de ce type puisse s'y organiser. Sur place, le ministre Moussa Aga Attaher a remis 2 motos au centre d'accueil des migrants de Gao et des kits de réinsertion économique avant de visiter le nouveau bâtiment. Il a aussi rendu visite aux membres de la coordination régionale des autorités et légitimités traditionnelles de Gao. Comment assainir le paysage médiatique au Mali? La question a fait l'objet de 2 jours de réflexion. C'est à l'initiative de la HAC et de la Maison de la Presse, avec l'appui de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Les participants sont parvenus à élaborer une feuille de route de l'autorégulation des médias. Les initiateurs des dites journées ont également convenu de mettre en place un conseil des pairs pour l'éthique et la déontologie. La rencontre s'est déroulée à Bamako en présence de notre reporter Mamadou Fani. Au terme des 2 jours de travaux sur la relance de l'autorégulation des médias au Mali, les experts de la HAC et de la Maison de la Presse ont convenu de mettre en place le Conseil des pairs pour l'éthique et la déontologie et de rendre opérationnel ce conseil. Ils ont décidé d'instaurer un cadre régulier de concertation 2 fois par an qui regroupe les instances de régulation des médias. Si aujourd'hui la presse malienne se dote d'un organe d'autorégulation, ça nous permettra d'éviter les écueils entre les médias et les services étatiques. Ces journées ont permis d'aboutir à une feuille de route que nous pourrons mettre en œuvre et qui va aboutir très certainement dans des délais très courts à la mise en place de cet organe. Vous avez tracé la perspective claire et inclusive de la mise en place d'un organe d'autorégulation. Vous avez reconnu l'importance de la co-régulation et vous avez lancé la perspective également d'un cadre de concertation dont vous avez même tracé les sillons de la temporalité des réunions. Dans d'autres contextes de transition où nous travaillons, nous ne sommes pas arrivés à des résultats aussi concrets en 2 jours. Dans certains, ça fait 2 ans que les réunions continuent. C'est sans doute dû au mérite de l'expertise et puis au mérite de la HAC. Le vice-président de la HAC a salué pour sa part le bon état d'esprit qui a caractérisé les travaux, ce qui a permis d'aboutir à un résultat longtemps espéré par les autorités. La HAC réaffirme son engagement aux côtés des professionnels pour qu'ensemble on puisse mener à bien ce chantier. Et à vous tous qui pendant 2 jours avez pris le temps de venir, pas seulement pour participer, mais pour contribuer activement au débat. Je voudrais vous remercier toutes et tous au nom du président de la Haute Autorité de la Communication et souhaiter que dans les prochains jours, nous puissions nous retrouver autour des différents éléments qui sont contenus dans la feuille de route dans le cadre de sa mise en œuvre. C'est donc une étape importante qui vient d'être franchie pour le paysage médiatique du Mali. La mise en œuvre de cette feuille de route permettra d'assainir le secteur des médias.
Hier, 26 juin, c'était la journée mondiale de lutte contre la drogue. Vous avez pu suivre l'incinération d'une importante quantité de drogue par l'OCS et la prise en charge des toxicomanes par Arcade Santé Plus. La situation est préoccupante si l'on se réfère aux chiffres du rapport mondial 2025 sur les drogues. Il ressort que plus de 70% des jeunes consomment les stupéfiants. Il urge de faire baisser la courbe en mettant l'accent sur la prévention. Youssouf Diakité nous décortique le rapport. La présente cérémonie consacre le lancement officiel régional du rapport mondial sur les drogues 2025 sous la houlette de l'Office central des stupéfiants. Les faits sont là. Investissons dans la prévention, brisons le cycle, stoppons le crime organisé. C'est le thème choisi. En résumé, les chiffres contenus dans le rapport sont alarmants, disent les experts de la question. Au Mali, par rapport vraiment à nos statistiques, par rapport aux personnes interpellées, 70% sont des jeunes et 25% sont des femmes. Les jeunes, quand je dis jeunes, c'est les jeunes de 15 à 45 ans et 25% vraiment sont des femmes. C'est par rapport vraiment à nos interpellations. La cérémonie est organisée en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les informations qui circulent viennent des États membres. Donc la première impact, c'est que les pays comme le Mali contrôlent les informations, l'analyse. Et l'analyse nous dit d'abord que la consommation de tout type de drogue, surtout le cannabis, avec une prévalence de 10%, ou les couches qui est déjà au Mali, ou la cocaïne qui vient de l'Amérique latine, est en train d'augmenter. C'est un phénomène mondial. Hein. Et quand j'ai vu tout à l'heure l'exposé, il n'y avait pas beaucoup sur le Japon. Mais en effet, il y a quand même pas mal de problèmes. Il faut vraiment sensibiliser les jeunes de ne pas consommer les drogues. Faut-il le préciser, le gouvernement du Mali a pris plusieurs initiatives contre la drogue et le crime organisé, mais insiste toujours sur une synergie d'action pour arriver à bout du fléau. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et rien que pour le premier semestre de cette année 2025, nous avons déjà intercepté 76 tonnes, 605 kg de drogue et procédé à 262 interpellations. Une façon pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers l'Office central des stupéfiants, de réaffirmer sa volonté de renforcer la coopération entre les services de l'État, les partenaires internationaux, la société civile et les communautés locales, pour constituer un bloc contre la drogue et les crimes organisés. Une police de proximité au service des communautés, c'est la vision des responsables du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité en partenariat avec le PNUD. Et pour ce faire, il veut se doter d'une stratégie et de son plan d'action pour les 5 années à venir. L'avant-projet du document a fait l'objet de validation hier au cours d'un atelier tenu au gouvernorat de Bamako. L'objectif est de parvenir à un document consensuel qui prend en compte les préoccupations de toutes les couches socio-professionnelles du pays afin que le document soit adapté aux réalités locales. Le reportage de Djourache Diakité. Les crises multidimensionnelles que le Mali a connues ces dernières années avaient presque entaché les relations entre les populations et les forces de sécurité. Pour renforcer ces relations, les autorités maliennes ont initié la police de proximité qui a pour mission de rapprocher les citoyens des forces de sécurité et satisfaire les attentes des populations. Nous avons organisé un atelier afin de présenter aux organisations d'abord de la société civile et aux partenaires techniques et financiers l'avant-projet de la stratégie nationale de la police de proximité et son plan d'action 2025-2029 pour une validation. Il s'agit de recueillir les observations et les recommandations des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers afin d'avoir un document consensuel et inclusif. Au cours de cet atelier, le document de 13 pages sera au cœur des débats qui seront organisés entre les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Cette stratégie a comme objectif la création d'un climat de confiance, de paix sociale et de stabilité propice au développement économique, social et culturel que tous les Maliens et toutes les Maliennes appellent de leur vœu. Pour qu'au sortir de cet atelier,
nous puissions avoir une vision consensuelle en matière de police de proximité, car la sécurité est l'affaire de tous. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD est l'un des soutiens du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité dans ce projet. Après validation, le document sera soumis à l'appréciation des membres du CNT. Les communicateurs traditionnels manifestent leur adhésion à l'assurance maladie volontaire de la culture, initiée par le ministère en charge de la culture et celui de la santé. Ils étaient très nombreux ce mercredi à se faire enrôler pour bénéficier des avantages de cette protection sociale. La cérémonie s'est déroulée au Centre international des conférences de Bamako en présence du ministre en charge de la santé. Le reportage de Moussa Kamara. L'initiative s'inscrit dans la vision des autorités de la transition, celle de renforcer la couverture sociale des acteurs culturels, souvent exposés aux aléas de la vie. Ces mouvements de mobilisation traduit l'engagement du Mali à valoriser et protéger ses artistes, véritables ambassadeurs de son identité culturelle. Nous avons fait pour les hommes de culture aujourd'hui, nous sommes avec l'Eurocoutrad, nous avons procédé au lancement. Ce lancement, nous avons les 6 communes du district de Bamako, nous avons Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti et d'autres régions. C'est une activité qui fera de telle sorte que tous les Maliens se trouvent dans ça et la suite logique, c'est le régime d'assurance maladie universelle. Pour concrétiser cette démarche, l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a dépêché une équipe sur place afin de faciliter l'enrôlement des artistes. L'exercice de ce matin, ce n'est que la phase opérationnelle de la convention qui lie l'INPS au ministère de la Culture. Faire venir les griots des 6 communes pour procéder à l'enrôlement direct. Les communicateurs traditionnels, figures emblématiques de la tradition orale et gardiens du patrimoine culturel malien, ont exprimé leur détermination à adhérer à cette démarche qu'est l'AVOC. Je suis un communicateur traditionnel très ému, très content pour nous donner l'assurance, la pension et pour nous donner aussi la sécurité sociale pour nos enfants d'en bénéficier. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut jamais payer dans la vie. Cette rencontre témoigne de la volonté du gouvernement à faire du secteur culturel un levier de développement social et économique en garantissant à ses acteurs une protection sociale. Pour avoir des informations sur les menaces de santé publique, plus besoin de vous déplacer. Vous avez désormais l'information à portée de main. Il suffit un clic www.bspml.mali. C'est le site d'information de l'Institut national en santé publique. Il fournit des informations sur la prévention et le traitement afin que des mesures puissent être prises pour minimiser les menaces de santé publique. Cette nouvelle initiative du ministère de la Santé et du Développement social est soutenue par le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies, nous dit Djemba Moussa Konati. Retrouvez désormais toutes les informations sur l'analyse des événements de santé publique sur www.pspmali.ml. www.bspmali.ml, c'est la page web du nouveau bulletin de santé publique du Mali. Les États-Unis soutiennent l'initiative, c'est toujours dans cette grande dynamique de santé globale mondiale. Assurer sa santé publique dans son pays n'est pas suffisant à l'heure actuelle des événements et des catastrophes, des problèmes de santé publique qui se posent. Donc les pays qui ont le plus de ressources soutiennent les autres pays à pouvoir mettre en place des outils stratégiques pour pouvoir améliorer leur état de santé. Et ils ont aussitôt compris, avec toute l'équipe, l'importance de ce bulletin, surtout pour la dissémination rapide et extensive de l'information sanitaire, qui est très importante, non seulement pour les décideurs, mais aussi pour les scientifiques. Pour les partenaires qui accompagnent cette initiative, cet outil de communication du ministère de la Santé et du Développement social est un engagement en faveur de la sécurité sanitaire. La collaboration entre le CDC et l'NSP pour soutenir, améliorer et étendre les activités de PHP sera renforcée par la subvention de $100 000. Notre ambition est que chaque numéro du bulletin de santé publique du Mali renforce la confiance de la population et des professionnels en notre système de santé en leur fournissant des analyses claires et utiles.
Les acteurs de la santé ont mis ce lancement à profit pour présenter aux invités la structure de gouvernance et la feuille de route du bulletin de santé publique. Et je vous le disais tantôt, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Mamadou Kone vient de nous rejoindre pour la lecture de ce communiqué. Bonsoir Mamadou Kone, c'est à vous. Bonsoir Awama, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application des articles 121 de la Constitution et 13 de la Charte de la transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire du Conseil national de transition, ouverte le 7 avril 2025, et l'ouverture de la session ordinaire du mois d'octobre 2025. Le projet de loi adopté habilite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires à la réalisation de son plan d'action. 2. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché numéro 04338 DGMP DSP 2022 relatif à la fourniture et à l'installation de 3 systèmes d'inspection non intrusifs portales au profit de la Direction générale des douanes pour les sites de Diboli, Sikasso, Maïnamine en un lot unique. L'avenant sans incidence financière est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Nuctec Company Limited avec un délai d'exécution de 3 mois pour les fournitures. Le projet de décret adopté proroge le délai d'exécution du marché initial en vue de la relocalisation de l'ancien scanner de Sikasso pour éviter l'arrêt des opérations de contrôle pendant les travaux d'installation du nouveau scanner, l'aménagement d'un site provisoire à Maïnamine pour assurer la continuité des travaux de contrôle pendant les travaux d'aménagement et d'installation du nouveau scanner, la réalisation des études techniques et l'aménagement du site préalablement à la définition du positionnement du scanner de Diboli. 3. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant cession à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali des actions de la Société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA. B. Un projet de décret portant cession de la société à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali des actions de la Société d'exploitation des mines d'or de Morila SA. La Société des mines d'or de Yatela SA a été créée en 2000 pour l'exploitation du gisement d'or du même nom. Son capital était détenu à 80% par Sadiola Exploration Limited et à 20% par l'État du Mali. L'exploitation de la mine de Yatela a subi l'influence négative de la baisse du cours d'or en 2013 qui a conduit à l'arrêt de ses activités en 2016 alors que les réserves ne sont pas totalement épuisées. Pour éviter la fermeture de la mine et sauvegarder les emplois, l'État du Mali et la société Sadiola Exploration Limited ont signé le 16 octobre 2024 un contrat de cession d'actions permettant à l'État d'acquérir les 80% des actions qu'elle détient dans la Société des mines d'or de Yatela. Avec la signature et l'entrée en vigueur du contrat de cession, l'opérateur minier Sadiola Exploration Limited s'est retiré en laissant à l'État la conduite de l'ensemble des opérations. La Société des mines de Morila a été créée en 2000 pour l'exploitation du gisement d'or de Morila. Son capital est détenu par l'État malien à hauteur de 20%, Anglo Gold Ashanti à 40% et Rand Gold Resources à 40%. La société Rand Gold Resources, opératrice de la mine de Morila jusqu'en 2019, n'ayant plus d'intérêt à développer et à exploiter le potentiel de la mine, a entamé les procédures de sa fermeture.
C'est dans cette situation que le 10 novembre 2020, la société Firefinch Limited a acquis les parts actionnariales de 80% des sociétés Barrick Gold Corporation et Anglo Gold Ashanti au sein de la société des mines d'or de Morila SA. La société Firefinch, après avoir entrepris des travaux de forage avec des résultats probants, a rencontré de nombreuses difficultés qui l'ont amené à abandonner en 2022 la mine, laissant les passifs environnementaux et financiers importants. Afin de continuer l'exploitation des ressources aurifères mises en évidence suite aux travaux de Firefinch, de préserver les emplois et de promouvoir le développement durable local, l'État du Mali a signé le 6 mai 2024 un protocole d'accord avec la société Firefinch qui prévoit la reprise de la mine de Morila par l'État du Mali. Les mines d'or de Yatela SA et de Morila SA sont confrontées à des difficultés dans leur gestion en raison de l'absence d'organes de décision suite au départ des sociétés opératrices qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté consacre la cession à titre gratuit de l'intégralité des actions détenues par l'État dans les sociétés Yatela SA et Morila SA à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali SA. 4. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère des Transports et des Infrastructures de la parcelle de terrain sise à Diboli, objet du titre foncier numéro 14184 du cercle de Caille, commune rurale de Falémé. La parcelle de terrain d'une superficie de 17 hectares, 52 arts, 83 centiares, sise à Diboli dans la commune rurale de Falémé, est destinée à la réalisation de parkings gros porteurs. La réalisation de ce parking permettra de décongestionner le trafic et d'offrir un espace sécurisé de stationnement aux gros porteurs à destination ou en provenance du Sénégal. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres du lancement officiel des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement de la ville de Caille le 21 juin 2025 à Soutoukoulé, dans la commune rurale de Kouloum, cercle de Caille. L'événement a été marqué par une forte mobilisation des autorités et notabilités locales, des populations bénéficiaires, des services techniques, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile de Caille. La mise en œuvre des composantes eau et assainissement du projet permettra, entre autres, de renforcer la capacité de production et de distribution d'eau potable à travers la construction d'une nouvelle station de production d'eau potable à Caille et la mise en place d'un système d'assainissement performant comprenant des réseaux d'évacuation, des ouvrages de traitement et des dispositifs d'hygiène adaptés. 2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, c'était le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci beaucoup, Mamadou Koné, pour toutes ces précisions. Et nous arrivons à la page AES de cette édition. C'est juste après ceci. Et nous commençons la page AES par le Niger, où le ministre de la Justice a effectué hier une visite au centre pénitentiaire de production de Djakaina à Tillabéri. Le garde des Sceaux du Niger a pu constater l'évolution des travaux du futur centre de détention qui devrait permettre une meilleure réinsertion socio-économique des détenus. Le reportage de Gérard Abdoul Aziz. Au Niger, l'on s'achemine vers une prise en charge efficace de l'intégration socio-économique des détenus avec la réalisation à Tillabéri
d'un centre pénitentiaire de production à Daikena. Le centre est un véritable complexe qui comprend des guérites de biosécurité, des poulaillers où sont enregistrés les premiers œufs des pondeuses, de blocs de production d'aliments volailles, de magasins de stockage d'intrants, un bloc administratif, un centre commercial, une unité de décortiquage de riz, une boulangerie moderne et un poste d'eau autonome. Il ne sert à rien d'emprisonner quelqu'un si au sortir il va faire la récidive. Il faut que ceux qui ont eu à commettre des erreurs de la vie, qui les ont amenés en prison à la sortie, qu'ils puissent se réinsérer socialement, puissent trouver autre chose qui les épargnera de commettre ces infractions. C'est une première depuis l'indépendance de notre pays. Il faut que ça soit global, une vision holistique qui permettra de prendre tous les aspects. Parce qu'il faut que ce centre soit à mesure, comme je l'ai dit, de s'auto-gérer, s'auto-financer, s'auto-prendre en charge et investir. Et pourquoi pas maintenant étendre ça à la pisciculture. On va profiter du fleuve, il va produire aussi du manioc et transformer le manioc en gari. Le centre pénitentiaire de production de Daikena, une fois reproduit dans les autres régions du Niger, va permettre une meilleure réinsertion socio-économique des détenus dans le pays. Ballet diplomatique à Koulouba, détrompez-vous, nous sommes au Burkina Faso. Le président de la transition, chef de l'État, a reçu hier les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso. Ces accréditations témoignent de la vitalité de la diplomatie burkinabé. Retour sur cette cérémonie solennelle avec notre confrère de la RTB. Bienvenue Taosa. Ballet diplomatique à la présidence du Faso ce jeudi. 8 diplomates présentent leur lettre de créance au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, preuve de la vitalité de la diplomatie burkinabé. Om Prakash Mena est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde au Burkina Faso. Avec pour résidence Ouagadougou, il a pour mission de contribuer au renforcement de l'axe Ouagadougou-New Delhi, dont l'intérêt se centre particulièrement sur le transport, l'énergie et l'éducation. La coopération entre le Burkina Faso et la Turquie se tonifie avec l'arrivée de Feriba Diogo Okashi Erisken, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie avec pour résidence Ouagadougou, titulaire d'un diplôme d'études supérieures de la faculté des sciences économiques et administratives de l'université de Gazi. Elle devra apporter sa touche à la consolidation de la coopération entre la Turquie et le Burkina Faso, notamment sur le plan défense et enseignement supérieur. Enit Pérez Retureta vient y apporter sa pierre. Nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès du Burkina Faso, elle est titulaire d'une licence en communication sociale de l'Université de la Havane. Fabrice Boussougou est le nouvel ambassadeur de la République gabonaise au Burkina Faso. Il a pour résidence Abidjan, diplomate de carrière. Il a occupé de hautes fonctions dans l'administration centrale et dans les représentations diplomatiques de son pays. Le Burkina Faso et son pays, le Gabon, formalisent leurs relations depuis 1973. Il est diplomate de carrière et a occupé de hautes fonctions aussi bien dans son pays qu'à l'international. Moïse Mba Nchama est le désormais ambassadeur de la République de Guinée équatoriale au Burkina Faso. La coopération entre le Burkina Faso et son pays remonte à 1993. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre les deux États, notamment le règlement intérieur de la Grande Commission mixte de coopération et l'accord cadre de coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et technique. En 2021, le Burkina Faso ouvre un consulat général à Malabo. Lui est titulaire d'une licence en sciences de l'administration des affaires option management. Hassan Kaissamba a pour mission de faire rayonner la diplomatie sierra-léonaise au Burkina Faso. Le diplomate sierra-léonais qui a passé une grande partie de sa carrière dans l'organisation, la gestion des ressources humaines et la négociation a pour résidence Accra au Ghana. La coopération entre le Burkina Faso et le Grand-Duché de Luxembourg est satisfaisante et se matérialise par la tenue régulière de sessions de commissions mixtes au cours desquelles plusieurs accords ont été signés. Laure Rouberti vient apporter son expertise. Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg au Burkina, elle est diplomate de carrière. Laure Rouberti a pour résidence Dakar au Sénégal. Et pour clore ce ballet,
Aboul Asnat Mohamed Kairoul Bacha, ambassadeur de la République de Bangladesh au Burkina. Avec pour résidence Tripoli en Libye, il est diplômé du collège de commandement et d'état-major des services de défense de Mirpur, l'industrie du textile, l'agriculture, l'éducation, la santé et la microfinance. Voilà les 5 piliers pour bâtir la coopération entre le Bangladesh et le Burkina Faso. Retour à l'actualité nationale. À l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembeya a tenu hier la 33e session ordinaire de son conseil d'administration. Les pays partenaires de l'école, notamment les membres permanents, ont examiné les activités réalisées par la structure lors du premier semestre de l'année 2025, un semestre marqué par la poursuite des sessions de renforcement de capacité et la participation à des forats au niveau national et international. Le point avec Ari Djoumatina. La prestigieuse institution, l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembeya, continue de grandir et mène avec enthousiasme ses missions, surtout en matière de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région et au-delà. Pour cette 33e session du conseil d'administration de l'école, la première de l'année 2025, malgré des défis compte tenu des enjeux géostratégiques, l'institution parvient néanmoins à maintenir le cap. Ce premier semestre a été marqué par la conduite des sessions de renforcement des capacités, la participation au fora au niveau national et international. Il a surtout vu la direction de l'école mener des réflexions sur l'amélioration du cadre réglementaire régissant le fonctionnement de notre institution commune. Certes, notre institution fonctionne bien, mais elle fait face à de nombreux défis que nous ne pouvons ignorer. Il s'agit aujourd'hui de l'évolution et de la variation rapide de l'environnement géopolitique, notamment dans la région du Sahel. L'école se porte bien dans l'ensemble parce que nous avons réussi à conduire des sessions de renforcement des capacités. Et pendant ce semestre, nous avons conduit à peu près 24 sessions de renforcement de capacités. Ce sont des sessions de courte durée, d'une semaine jusqu'à 4 semaines, qui nous ont permis de former à peu près 1400 personnes. Et quand on prend ces 1400 personnes, on se rend compte qu'il y a une évolution par rapport au dernier semestre de l'année 2024. À côté de ça, nos 2 masters continuent. Comme vous le savez, nous avons le master en maintien de la paix et le master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale. Avec ses partenaires, l'école joue un rôle essentiel et entend poursuivre sa dynamique de positionnement comme un acteur clé dans les réponses stratégiques. En perspective, si on a nos masters en ligne, ça va favoriser en fait l'impact de l'école de maintien de la paix sur l'Afrique tout entière. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif est un objectif énergétique. Le troisième objectif est un objectif de transparence. Et on y tient énormément au niveau de l'école de maintien de la paix. Si à la digitalisation, la transparence en fait sera de mise. Tous nos échanges en fait peuvent être retracés, que ce soit les échanges à l'intérieur de l'école ou bien à l'extérieur de l'école. Voilà un peu les objectifs de la digitalisation et ça rejoint même l'objectif en fait posé par le président de la transition, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a fait de la digitalisation son cheval de bataille. La tenue de cette 33e session coïncide avec le 27e anniversaire du décès de Lune-Blondembeya, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali. Au PMU Mali, les signaux sont au vert. Le service a fait une recette de plus de 52 milliards de francs CFA en 2024 contre un peu plus de 47 milliards en 2023. Un résultat qui, selon les responsables du PMU, est le fruit d'un travail d'équipe. Une dynamique qui sera renforcée pour relever d'autres défis. La structure a tenu ce mercredi la 63e session ordinaire de son conseil d'administration. Le reportage de Fadema Keïta. La 63e session ordinaire du conseil d'administration, comme les précédentes, offre l'occasion aux administrateurs de faire le point des avancées, des défis et de réfléchir sur les éventuelles perspectives de développement du PMU Mali. Comme précisé lors du 30e anniversaire de l'organisation célébré l'année dernière, les agents se battent pour la croissance, la modernisation et surtout la confiance renouvelée entre le PMU Mali et ses partenaires. L'examen minutieux des documents soumis à l'appréciation des administrateurs présents doit être une piste de solution afin d'atteindre les objectifs assignés aux travailleurs. La direction du PMU Mali
avec l'ensemble des composantes, ont mouillé le maillot. Ici, il faut ajouter, avec votre accord et au nom de l'ensemble des administrateurs, remercier les plus hautes autorités de ces pays dont l'assistance et l'accompagnement n'ont jamais fait défaut. Et le résultat engendré, c'est l'effort, c'est un effort personnel bien sûr, mais accompagné de l'ensemble des composantes. C'est ensemble qu'ils ont pu atteindre ce résultat, qui est très très encourageant. Il s'agit pour les agents de rehausser le chiffre d'affaires en légère baisse, car il est passé de 22 milliards 585 millions en 2023 à près de 21 milliards de francs CFA en 2024. L'année 2025 s'ouvre aussi un nouveau cycle pour notre institution face aux multiples mutations dans le secteur des jeux. C'est actuellement le secteur des jeux pour ceux qui suivent est en perpétuelle mutation. Et les exigences sociétales. Le PMU Mali doit continuer à faire preuve de rigueur. La rigueur s'applique à tout le monde, au sommet, à la base. D'innovation, parce qu'il faut innover, celui qui n'innove pas meurt. Et surtout la transparence dans tout ce que nous faisons. La 63e session ordinaire invite le personnel à persévérer dans l'unité et la culture de l'entreprise. C'est aussi une façon de renforcer la culture de la performance, le dialogue social, la rigueur professionnelle et le sens du service public qui sont les clés de la réussite du PMI Mali. La mise en place d'une coordination nationale des usagères et usagers des ressources naturelles du bassin de la Volta au Mali, c'est l'exercice qui réunit à Bamako les responsables du ministère de l'Énergie et de l'Eau et les membres de l'autorité du bassin de la Volta. Cet outil devrait permettre d'inverser les tendances à la dégradation des ressources en eau. L'objectif est de soutenir le développement intégré basé sur les écosystèmes dans la zone du bassin de la Volta. Batraouré pour plus de précision. Le bassin de la Volta, vaste de 400 000 km², est partagé par 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Mali. Dans cette zone, les ressources naturelles subissent la dégradation continue qui entrave le développement. Pour faire face à ces phénomènes, les pays regroupés au sein de l'autorité du bassin de la Volta unissent leurs efforts. La mise en place de cette coordination nationale constitue une avancée stratégique dans la recherche de solutions durables adaptées aux besoins de nos communautés. L'étape du Mali est le point de départ de la série de mise en place des coordinations nationales dans tous les pays membres de l'autorité du bassin de la Volta, d'où l'adhésion du ministère de l'Énergie et de l'Eau à l'initiative. C'est une initiative qui est en parfaite harmonie avec l'une des priorités de la charte de l'eau du bassin. Et cet article 121 stipule entre autres que les usagers et les usagères doivent contribuer à favoriser l'émergence des bonnes pratiques locales dans la gestion de l'eau, notamment l'utilisation économe de l'eau. Le Mali, en tant que membre fondateur de l'autorité du bassin de la Volta, réaffirme ici sa volonté de respecter les engagements régionaux pris dans le cadre de la charte de l'eau du bassin de la Volta, notamment en son article 121 qui reconnaît un rôle central aux usagers dans la gestion concertée des ressources partagées. Après le Mali, il sera procédé à la mise en place d'une coordination similaire dans les 5 autres pays membres de l'autorité du bassin de la Volta. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin et du Togo. Le rôle de l'aménagement du territoire dans la promotion du développement local du Mali, thème d'une conférence débat organisée par la Direction nationale de l'aménagement du territoire à la faculté d'histoire et de géographie. Elle visait à sensibiliser aux enjeux de l'aménagement du territoire. On en sait davantage avec Moussa Kamara. Imaginez un monde où chaque ville, chaque village, chaque espace naturel est pensé pour mieux vivre, mieux se déplacer, mieux préserver notre planète. C'est cette vision que la Direction nationale de l'aménagement du territoire s'est attelée à partager avec les étudiants de l'Institut universitaire de développement territorial. Pour ce faire, la thématique choisie est le rôle de l'aménagement du territoire dans la promotion du développement local au Mali. Cette activité vise vraiment à lier le monde universitaire au monde pratique. Cette activité vise aussi
à voir avec le corps professionnel quels sont les cadres de collaboration qu'il faut développer pour pouvoir vraiment aller vers un enseignement de qualité au niveau de nos facultés. Vous venez faire une conférence sur l'aménagement du territoire et comment cet aménagement peut aider les territoires à se développer. Je pense que ça rentre dans droite ligne de nos centres d'intérêt. Et c'est pourquoi nous avons massivement demandé aux étudiants de faire le déplacement, à nos collègues enseignants-chercheurs, ou même au personnel administratif, de venir participer à cette conférence. L'amphithéâtre Olamayan de la faculté d'histoire et géographie était plein à craquer, témoigne ainsi l'intérêt des étudiants. Cette rencontre est vraiment bénéfique pour nous. Ça nous permettra d'apprendre beaucoup de choses sur l'aménagement du territoire du Mali. En tant qu'auditeur dans le cadre du développement territorial, vraiment je vois que vraiment c'est un atout pour nous. Ça nous renforce davantage dans nos programmes et dans notre formation. Cette initiative de la Direction nationale de l'aménagement du territoire prouve à suffisance que la réflexion sur notre cadre de vie est plus que nécessaire pour le bien-être des générations futures. L'intérêt SOS et la PONA font un plaidoyer pour assurer la sécurité des acteurs humanitaires qui accompagnent le Mali. Pour mieux se faire comprendre, ils ont organisé une conférence nationale sur la question la semaine dernière ici à Bamako. Cette rencontre était un cadre d'échange d'expériences entre les participants à travers le projet Partage, promotion d'un accès renforcé aux technologies et aux bonnes pratiques pour une gestion équitable des risques de sécurité pour les organisations de la société civile dans le Sahel central. Le reportage de Barakissa Ouattara et Mahamadou Sidibé. Les acteurs humanitaires locaux sont les plus exposés aux risques d'insécurité. Pourtant, entre ces acteurs et les ONG internationales, l'écart en termes de ressources et de capacités est très important, même si le contexte demeure le même. C'est pour combler cet écart que l'organisation humanitaire Intersos et ses partenaires ont proposé le projet Partage, promotion d'un accès renforcé aux technologies et aux bonnes pratiques pour une gestion équitable des risques de sécurité pour les OSC, organisations de la société civile dans le Sahel central. Depuis plusieurs années, les organisations de la société civile nationale sont au cœur de la réponse humanitaire au Mali. Elles interviennent dans des zones difficiles d'accès. Cependant, il est important de rappeler que l'efficacité et la durabilité de cette réponse humanitaire ne peuvent être garanties que si elle est conduite dans le strict respect des principes humanitaires. Ce projet vise à promouvoir une meilleure répartition des responsabilités, des moyens et des connaissances entre les différents acteurs de la chaîne humanitaire. Une étude de la coalition de protection de la santé en situation de conflit en 2022 a montré que 10% des incidents ont impacté les ONG internationales contre 90% pour les ONG nationales. Autre constat majeur, seulement 9% des ONG nationales opérationnelles dans les zones d'accès difficiles disposent d'un mécanisme de gestion des risques fiable. Le Mali reste fidèle à ses engagements internationaux et demeure respectueux des principes fondamentaux du droit humanitaire. La gestion sécuritaire de ces acteurs, notamment ceux de première ligne, constitue un impératif pour garantir l'efficacité et la pérennité des interventions humanitaires. Le projet Partage est financé par l'Union européenne. Il vise à faciliter l'accès aux ressources par les acteurs locaux et permettre à ces acteurs d'adopter des stratégies efficaces en matière de gestion des risques. La ville de Mopti vibre en ce moment au rythme de la semaine culturelle et artistique, ouverte hier par le ministre en charge de la culture. Une manifestation culturelle qui a sa 3e édition et elle vise à promouvoir le patrimoine culturel de la région de Mopti. La cérémonie d'ouverture a été précédée du lancement de la foire artisanale. Suleiman Sidibé et Djakalia Traoré nous font découvrir la foire depuis la Venise malienne. C'est un prélude au lancement officiel de la 3e édition de la semaine culturelle et artistique de Mopti que les autorités régionales ont initié cette foire d'exposition artisanale.
Il s'agit à travers cet événement d'exposer le savoir-faire de la région dans plusieurs domaines. Nous proposons notre produit phare. Nous avons l'assurance volontaire qui est un autre régime. Donc nous proposons ce produit-là à la population de Mopti. Ce produit permettra aux uns et aux autres de bénéficier de la protection contre la maladie. Aujourd'hui, on a un peu de tout. Il y a de l'arachide, on fait du zira en bonbon. Une foire axée sur la relance économique de la région. Dans cette région confrontée à des défis multiples, nous croyons fermement que l'artisanat et la culture peuvent être des moteurs de résilience, d'emploi et de cohésion. Que cette foire soit un moment de rayonnement, de fierté partagée, mais aussi de mise en réseau et de développement d'opportunités commerciales durables. L'événement que nous lançons aujourd'hui n'est pas simplement une foire d'exposition-vente. Il est le cœur battant d'un projet de société, un projet de paix, de résilience, de fierté retrouvée et surtout d'espoir. La foire artisanale vise à contribuer activement au développement durable en mettant en valeur les richesses culturelles et artistiques de notre région. Elle intervient à un moment où notre région reste marquée par les impacts de la crise sécuritaire avec son corollaire de violence, de morts d'hommes, de déplacés internes, de réfugiés et de besoins humanitaires. La foire artisanale est donc un avant-goût de la semaine proprement dite qui sera lancée le jeudi prochain au terrain Gangal de Mopti. Rendez-vous majeur ce soir dans nos programmes, l'intégralité de l'entretien du président de la transition après sa visite officielle de 5 jours en Fédération de Russie. Et juste après, vous pourrez suivre Malikoura Tassra qui reçoit le ministre de l'Éducation Amadou Sissavani sur les grandes réalisations au niveau de son département et les perspectives. Voilà, rendez-vous dans nos programmes. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.